Hola, bonjour, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview pour la série des previews de la LNH 2019-2020. Aujourd'hui, on s'attaque aux Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride, c'est une équipe qui, honnêtement, l'année passée, on se disait très fort potentiel. C'est une équipe qui est forte. Puis finalement, ils ont fini 10e dans la conférence de l'Est. Décevant. Mais le problème qui était le problème majeur de cette équipe-là, c'était leur jeu défensif et leur gardien. Ce qui fait qu'aucun des deux gardiens de l'année passée sont de retour cette année, soit Roberto Longo qui a pris sa retraite, puis Reimer qui a juste signé ailleurs. Là, une chose que je veux mentionner absolument concernant les Panthers, c'est que Joel Kenville a été embauché uniquement au mois d'avril. Fait qu'il y a quand même une période d'adaptation quand tu as un nouvel entraîneur. Et là, la particularité, c'est que cette année, ça fait déjà un petit bout de temps que Kenville est là, donc l'adaptation va peut-être se terminer, mais elle ne devrait pas être trop longue en début de saison. Joel Kenville, c'est quand même un des meilleurs coachs de l'histoire de la LNH en termes de victoire. Il a déjà coaché à l'époque où Talon était DG des Hawks de Chicago. Kenville avait été embauché par Talon et il a réussi quelque chose d'extraordinaire quand même. Je pense que c'est 3 coupes cette année, je ne fais pas erreur avec les Hawks. Donc il a réussi quelque chose de très bon avec les Hawks de Chicago. Et là, on croit avoir à peu près la même recette cette année. En fait, à partir de l'année passée et cette année, avec les Panthers de la Floride. Kenville avait dit à l'époque, quand il avait été embauché par Talon avec les Hawks de Chicago, il y avait une équipe qui avait déjà un fort potentiel puis qui s'approchait des grands honneurs. Et il dit que selon le groupe qu'il y avait l'année passée, donc les Panthers de la Floride l'an passé, qu'il y avait à peu près le même genre de groupe, donc qui était proche des grands honneurs avec les Panthers de la Floride. Alors franchement, ça c'est très positif, puis je pense que ça peut être effectivement un atout vraiment très important pour les Panthers. Il y a eu des acquisitions qui se sont données pour les Panthers, l'équipe s'est améliorée selon moi. Fait que si l'année passée ils ont fini 10e, d'après moi cette année ils sont en playoff. L'année passée, les Panthers de la Floride, c'est 36 victoires, 32 défaites, 14 défaites en prolongation pour 86 points. Une moyenne de buts marqués par match de 3,22, ce qui leur donnait le 9e rang en termes de points marqués par match, de buts marqués par match. La moyenne de buts accordés, 3,33. C'est là où ça fait mal, le bas blesse là. 3,33, ça nous donne le 28e rang dans la LNH, mais l'année passée, c'était Luongo et Reimer qui ont eu des hauts et des bas. Fait que cette année, on a probablement quelque chose de plus solide. L'avantage numérique, c'est 26,8%, ce qui leur donne le 2e rang de la LNH. Seul le Lightning de Tampa Bay était meilleur qu'eux en avantage numérique. Puis le désavantage, c'est 81,3, ce qui est quand même respectable. 10e position au niveau de la LNH. Fait que tu sais, ils ont des unités spéciales qui sont bonnes. Ils ont une attaque qui est bonne. C'était le jeu défensif qui était le problème. En fait, l'avantage numérique était exceptionnel, mais c'est le jeu défensif qui est le problème. Et on a apporter certaines modifications intéressantes. Première moitié de saison, l'année passée, les Panthers, c'est 17 victoires pour 41 points, le 11e rang dans la conférence de l'Est. Deuxième moitié de saison, 19 victoires, 45 points pour le 10e rang dans la conférence de l'Est. Ça s'est quand même relativement bien maintenu. Le meilleur buteur l'année passée, c'est Mike Hoffman avec 36 buts. Je ne crois pas que cette année, ça va être encore lui. Et encore là, Barkov était relativement proche de Hoffman. Le meilleur pointeur, ben ça c'est Barkov. Il n'y a pas... Bon, en tout cas, Huberdeau est proche quand même, mais 96 points, je pense que Barkov, overall, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. Et le meilleur défenseur, j'y étais avec Keith Yandel, 62 points, mais un différentiel de moins 17. Le défenseur qui le suit le plus proche, c'est Aaron Ekblad avec 37 points et un différentiel de plus 1. Fait que si, mettons, j'opte pour un défenseur plus balancé, je vous dirais qu'Aaron Ekblad est plus intéressant, mais si j'opte avec une statistique individuelle, c'est de loin Keith Yandel qui est le meilleur. Au niveau des espoirs qui pourraient rentrer dans l'alignement cette année, Spencer Knight, lui, assurément, ne rentrera pas dans l'alignement cette année. Là, mais je pense que celui qui est le plus propice, c'est probablement lui. Samuel Montembeault, 23 ans, choix de 3e ronde en 2015. Montembeault devrait théoriquement être l'auxiliaire cette année pour les Panthers de la Floride. Sauf qu'il y a des rumeurs qui semblent dire que les Panthers sont intéressés par Louis Domingue à Tampa Bay. Puis là, à ce moment-là, Louis Domingue serait probablement plus propice à être l'auxiliaire en Floride que Montembeault. Mais bon, ceci étant, c'est peut-être celui qui a le plus de chances de faire partie de la LNH sur une base régulière l'année prochaine en ce moment. C'est Montembeault, 23 ans, 3e ronde en 2015. L'année passée, il jouait dans la Ligue américaine, 39 matchs, une moyenne de 3,24, 899 de pourcentage. Puis il a joué aussi 11 matchs dans la Ligue nationale l'année passée. Fait que bref, d'après moi, c'est l'espoir qui a le plus de chances de faire partie de l'alignement l'année prochaine sur une base régulière. Ensuite de ça, je vais y aller avec l'ailier droit Oren Tippett, 20 ans, un choix de première ronde en 2017. Dans le cas de Tippett, il jouait dans la Ligue de l'Ontario, 54 matchs, 33 buts, 41 passes, 74 points l'année passée. Mais ce qu'il faut mentionner concernant Oren Tippett, c'est que les Panthers ils ont demandé de travailler son jeu défensif.
Alors, l'année passée, il a travaillé sur son jeu défensif, ce qui peut expliquer que ses statistiques sont 74 points en 54 matchs, c'est bon, mais je veux dire, c'est pas exceptionnel, mais c'est parce qu'il a travaillé beaucoup son jeu défensif. C'est un gars qui, physiquement, il est prêt pour la LNH, il a une bonne stature, il a une bonne force physique. C'est un gars qui est réputé pour avoir un très bon tir également. Fait que c'est un gars qui, normalement, devrait faire partie de l'alignement des Panthers de la Floride sur une base régulière l'année prochaine. Il devrait faire le saut direct dans la LNH, pas passer par la ligne américaine. Beaucoup de gens le mettent peut-être pas nécessairement parce que moi je l'ai mis, mais en tout cas, théoriquement, il devrait en faire partie. Par la suite, on va y aller avec l'ailier gauche, Grigory Denisenko, 19 ans, choix de première ronde en 2018. Théoriquement, lui, il devrait jouer encore en Russie l'année prochaine. Fait que, c'est un gars qui est intéressant, surtout à cause de son championnat du monde junior. Fait que dans le cas de Denisenko, lui, l'année passée, il jouait dans la KHL, c'est 25 matchs, 4 buts, 2 assists pour 6 points. Mais au niveau du championnat junior, on parle du gars qui a été considéré comme étant le plus productif avec 9 points. C'est bien, c'est bien, mais à savoir, il faut qu'il s'améliore encore avec les hommes dans la KHL pour avoir plus que 6 points en 25 matchs, c'est pas exceptionnel. Là. Par la suite, on y va avec le joueur de centre Alexis Eponiemi, 20 ans, choix de deuxième ronde en 2007. Lui, il jouait dans la Liga l'année passée, c'est 50 matchs, 16 buts, 30 assists pour 46 points. Dans son cas, lui, il a été nommé la recrue la plus productive de la Liga l'année passée. Fait que c'est un gars qui a un très fort potentiel. Il jouait avec les hommes l'année passée. Intéressant. Il y a des gens qui le mettent dans l'alignement tout de suite. Moi, je le mets comme scratch parce que je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur déjà avec les Panthers. Fait que je suis pas certain qu'il va faire partie de l'alignement sur une base régulière l'année prochaine. Et on clore le tout avec Spencer Knight, comme je l'ai dit, lui devrait rejouer encore junior l'année prochaine. 18 ans, choix de première ronde en 2019. Dans son cas, à lui, il était réputé comme étant le défenseur, le gardien de but avec le plus de talent lors du dernier encamp. Fait que c'est une très bonne acquisition parce qu'en arrière de Montembeault, au niveau de la relève dans les buts, pas grand chose en Floride à se mettre sous la dent. Spencer Knight, l'année passée, il jouait dans le USHL, 55 matchs, 2.32, 910. C'est un gars qui a un très gros gabarit, 6 pieds 3, 192 livres. Il est réputé pour bien manier la rondelle, avoir un excellent sens du hockey. Fait que, très bon prospect, mais pas pour l'année prochaine, j'en suis plus que convaincu. Bon, l'alignement que moi je vous propose, c'est un alignement qui, selon moi, est solide offensivement. Première ligne, il n'y a pas de question. Là, Huberdeau, Barkov, Dadonov, ça a été une des meilleures premières lignes de toute la ligue l'année passée. C'est encore ta meilleure première ligne possible. Huberdeau l'année passée, 92 points en 82 matchs. Barkov, 96 points en 82 matchs. Dadonov, 70 points en 82 matchs. Dans le cas de Dadonov, c'est peut-être un des joueurs que j'apprécie le plus en termes d'attaquant dans tout la LNH. C'est un joueur qui est complet. Il joue défensivement et offensivement. À 96 points, là, tu joues bien offensivement. Et il a été listé, il était le 5e pour l'obtention du trophée Selke qui est remis aux joueurs d'attaque faisant preuve le plus d'un bon sens défensif du hockey. Fait que c'est un joueur qui est très talentueux. Assurément, c'est ton meilleur centre, il n'y a pas de question là-dessus, là, mais c'est un joueur qui est très talentueux. Alors, Barkov, c'est un gars que moi j'aime vraiment beaucoup. Et une particularité, c'est que l'année passée, il y a, je pense que c'est 53 ou 54% des mises au jeu qu'il a pris lorsqu'il embarquait sur la patinoire. C'est-à-dire que dans une situation de jeu qui commence, on l'embarquait à 53 ou 54% des fois dans une position défensive, dans la zone défensive. Avec l'acquisition de Acciari, qui est réputé pour être un joueur défensif, Barkov devrait prendre plus de mises au jeu pour entamer un jeu dans la zone offensive. Puis on devrait l'alléger un peu sur le jeu défensif. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que ça peut être très bon pour Barkov d'avoir fait l'acquisition d'Acciari pendant la saison. Bon, par la suite, deuxième trio, on y va avec Mike Hoffman, 70 points en 82 matchs l'année passée. Quand un joueur de deuxième trio qui fait 70 points, ça va bien. Par la suite, on va y aller avec Trocheck. S'il reste en santé, ça serait très bien. 34 points en 55 matchs l'année passée. Moi, j'y vais avec Owen Tippett qui jouait dans la Ligue de l'Ontario au niveau de la droite pour le deuxième trio. 74 points en 54 matchs l'année passée. Il y a des gens qui ont mis Brett Connolly sur le deuxième trio. Ça fait un meilleur top 6, je vous l'accorde. Mais pour moi, pour son développement individuel, Tippett est plus un joueur offensif. Alors moi, j'aimerais ça le voir avec des joueurs plus offensifs. Donc, je préférerais le voir avec Hoffman puis Trocheck que de le voir avec Vatrano puis Bromstrom. Parce que je pense que pour son développement à lui, ça serait plus intéressant. Mais oui, si vous mettez Brett Connolly sur le deuxième trio, vous allez avoir un top 6 qui va être plus solide que ce que moi je vous propose. Mais
C'est mon opinion. Par la suite, au niveau du troisième trio, on y va avec Vatrano, 39 points en 81 matchs l'année passée. Bromstrom, 18 points en 50 matchs. Ça se peut qu'il se développe, ce gars-là, puis qu'il ait plus que 18 points cette année. En tout cas, on le souhaite en Floride. Il y a un certain potentiel, peut-être pas un potentiel de premier trio, mais un potentiel peut-être de deuxième trio. Pour l'instant, ça ne se voit pas tant. Et par la suite, on y va avec le joueur d'expérience à la droite. Troisième trio, Brett Connolly, c'est 46 points en 81 matchs l'année passée. En termes de quatrième trio, étonnamment, à peu près tous les sites que j'ai consultés s'entendent pour le quatrième trio. Fait qu'on va y aller avec à l'aile gauche, Skivedur, c'est 15 points en 59 matchs l'année passée. Hatchery, 14 points en 72 matchs l'année passée. Et Malgin, 16 points en 50 matchs l'année passée. En termes de scratch, j'y vais avec Ariluk, Hunt Roy, Tony Nato qui a été acquis pendant la saison morte et Eponiemi qui, d'après moi, ne devrait pas jouer dans la LNH cette année. Mais bon, sait-on jamais. Au niveau des défenseurs, là, on a quelque chose aussi qui est assez intéressant. Je vous ai rajouté des petites statistiques plus-moins parce que c'est assez particulier pour ce qui est des Panthers. Le premier défenseur gauche devrait être théoriquement Keith Yandel. 82 matchs l'année passée, 62 points, moins 17. Je le fais jouer avec Aaron Ekblad qui, lui, est plus respectable au niveau des plus-moins. Aaron Ekblad l'année passée, 82 matchs, 37 points plus 1. Intéressant. Par la suite, Madison, deuxième défenseur gauche, l'année passée, 75 matchs, 27 points, moins 24. C'est un peu plus compliqué, le différentiel plus-moins du côté gauche avec la Floride. Et là, on a fait l'acquisition d'Anton Stralman. L'année passée, 47 matchs, 17 points, plus 12. Stralman, qui nous arrive de Tampa Bay, c'est sûr qu'ils sont plus 12 l'année passée. On prend ça avec une petite pincée, là, parce que, je veux dire, quand tu jouais avec Tampa Bay, c'était assez facile d'être d'un plus, là. Mais ça fait 8 saisons que ce gars-là a un différentiel plus-moins positif. Alors, je pense qu'au niveau défensif, c'est une très bonne acquisition d'avoir été chercher Stralman. C'est un joueur qui, s'il reste en santé, va rendre de très, très grands services à cette défensive-là. Et si on prend le top 4, là, Yandel, Ekblad, Madison, Stralman, on a un bon top 4. Par la suite, pour ce qui est de la troisième paire, Psissic, l'année passée, c'est 70 matchs, 11 points. Et Weger, l'année passée, 64 matchs, 15 points. En termes de scratch, j'y vais avec Brown, Mickelshire et Keeper, qui pourraient faire partie de l'alignement, mais j'en doute. Mais sait-on jamais. Au niveau des gardiens de but, c'est là qu'on a fait la plus grosse prise pendant la saison morte. Sergei Bobrovsky qui s'amène avec les Panthers. L'année passée, c'est 62 matchs, une moyenne de 2,58, pourcentage 913. Bobrovsky est l'un des meilleurs gardiens de la LNH actuellement. Il fait partie de l'élite en termes de gardien de but dans toute la LNH. C'est un gardien de but partant qui peut prendre beaucoup de matchs et qui est solide. Des fois, il y a des faiblesses, là, mais quand il pogne quelque chose de solide, il pogne puis il pogne solide. Là, Bobrovsky, en termes de statistiques avancées, est considéré comme étant le 4e meilleur gardien de but partant de toute la ligue. Alors franchement, ça, en termes d'acquisition de la part de Ternan, c'est une très, très grosse acquisition. Hatchery est une bonne acquisition, Stralman est une bonne acquisition, Bobrovsky est une excellente acquisition pendant la saison morte. Fait que j'ai pas grand-chose à reprocher à cette équipe-là en termes de mouvement pendant la saison morte. Par la suite, on devrait avoir théoriquement Samuel Montembeault qui devrait être le deuxième gardien de but, le gardien de but auxiliaire. L'année passée dans la LNH, c'est 11 matchs, 3.4 de moyenne, 894. Bon, c'est pas exceptionnel, mais je pense que si on a une défensive plus serrée, puis que Bobrovsky donne confiance à toute l'équipe, il se pourrait bien que quand l'équipe va jouer, elle va jouer avec plus de confiance. Puis si elle joue avec plus de confiance, quand Montembeault va s'amener, on risque d'être meilleur que l'année passée. L'année passée, ça n'allait pas bien, les gardiens de but ne gardaient pas dans le match. Mais là, si Bobrovsky garde dans le match, ça se peut que l'équipe en général soit plus confiante, puis ça va aider les statistiques aussi de Montembeault. Et par la suite, en termes de troisième gardien de but, on va avec Drager, qui a joué dans la Ligue américaine l'année passée, 32 matchs, 2.45, 924. On ne devrait pas le voir dans la NH cette année, mais sait-on jamais, si blessure il y a, ça se pourrait qu'on le rappelle. Alors, de manière générale, moi je pense que c'est une équipe qui s'est améliorée, qui avait déjà un fort talent, et qui là s'est améliorée pendant la saison morte. On a fait des bonnes acquisitions et une excellente acquisition pendant la saison morte. Moi, je pense que cette équipe-là fait les séries l'année prochaine. Alors, le 10e dans l'Est, j'y crois pas. Je pense que cette équipe-là va faire les séries l'année prochaine. Selon l'indice des Hockey Guy lui prend en considération la division. Eux autres, c'est la division Atlantique. Moi, pour ce qui est d'une prévision dans la division Atlantique, les Panthers, j'y vais genre entre 2 et 4. Parce que au moment de faire ma vidéo, Mitch Marner n'est toujours pas signé à Toronto. Et je vois pas de grande amélioration à Toronto. Puis honnêtement, c'est une équipe qui en fin de saison ne m'a pas mis en confiance. Fait que moi, j'y vais pour les Panthers 2 et 4.
The Hockey Guy place dans la division Atlantique les Panthers de la Floride à la 3e ou 5e position. Alors lui, il voit peut-être un petit peu moins bon que moi je les vois. Mais c'est une équipe qui me met en confiance. Alors, si jamais vous êtes un fan des Panthers, s'il vous plaît, faites-moi part de quel joueur d'après vous qui va se démarquer cette année, quel joueur qui est à surveiller cette année. Je pense que Owen Tippett peut être vraiment très intéressant de faire le saut junior direct à la LNH. Ça peut être super intéressant à voir comme genre de développement. Mais Bobrovski est la grande acquisition de cette équipe-là. Fait que c'est le gars qui est à regarder en Floride l'année prochaine. Des joueurs qui sont à risque, honnêtement, j'y ai réfléchi et j'ai la difficulté un peu à cibler un joueur qui est particulièrement à risque dans cette équipe-là. Je connais peut-être pas assez les rumeurs par rapport aux Panthers, je ne sais pas. Je vous dirais que peut-être Montembeault, si les rumeurs de demain sont vraies, peut-être que Montembeault, son poste est pas tant acquis que ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est peut-être lui qui serait à risque, mais je pense même pas qu'ils vont l'échanger. Honnêtement, d'après moi, ils vont plus y accorder une chance avant de faire une transaction. Fait que je sais pas s'il y a des joueurs à risque dans cette équipe-là. Enfin bref. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'y donner un j'aime. Si vous l'avez, si vous avez envie de jaser de hockey avec plus de monde, n'hésitez pas à partager. Également, je vous invite à activer la petite cloche là, pour avoir des indications, des notifications quand je mets des nouvelles vidéos en ligne. Et à vous abonner, bien entendu, à ma chaîne, puisque le projet des 31 équipes projection 2019-2020 n'est pas encore terminé. Alors, abonnez-vous. Puis on va se voir sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis je vous dis à la prochaine fois.